L'émission vous est présentée grâce à la collaboration du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Bonsoir, salut et bienvenue. Ce soir, nous recevons Michel Tremblay qui vient nous parler de littérature et entre autres de son dernier livre. Également l'émission, Pénélope McWade vient nous parler de la paresse, mais plus du hamac. Es-tu capable d'être paresseux, toi, Jean-Marie? Il me semble que t'es le genre nerveux qui n'est pas capable de s'arrêter. J'ai une nouvelle pour toi, je veux dire, la fin de semaine, je suis très relax. Je change d'attitude au complet la fin de semaine. J'avais une mauvaise perception de toi. Tu Et avec Marc Caillé, Marc, c'est un nouveau père, on l'a assez dit dans l'émission, vous le savez maintenant, il y a un petit gars de 3 mois, alors il vient nous parler de couches. Et après la pause, Jean-Marie? François Bourassa vient nous parler du Festival international de jazz à Montréal. C'est la 14e édition. Alors, à tantôt. C'est ça, on regarde ça. T'as reçu les derniers chiffres? Non, pas des gros changements. As you can see, we had to adjust to the exchange rate. No, it's not a typo. What you see is what you get. Vous faites des interurbains un peu partout dans le monde? Économisez jusqu'à 30% avec le plan d'économie Avantage de Bell. En affaires, Alors, c'est réglé. l'interurbain, c'est Bell. Pour économiser jusqu'à 30%, appelez-nous au 1-800-363-BELL. J'aime mon corps pour mes oreilles, j'aime mon corps pour mes orteils, j'aime mon corps pour mes joues, j'aime mon corps pour mes genoux. Si vous aimez votre corps, vous aimerez chacune des 3 collations Frulix. Faites avec des fruits et des céréales spécialement choisis, elles sont autant nutritives que délicieuses. J'aime son goût, c'est bon partout. Une larme de cognac et... Voilà. Ici le chef Didier qui vous dit à la prochaine et... Bon appétit. Coupé. OK, 3 minutes avant l'autre émission. Il est facile de constater pourquoi, au Québec, Fantastique est le plus populaire des nettoyants pulvérisables. 2 minutes. Fantastique déloge facilement les taches de graisse tenace. 10 secondes. Bienvenue à l'émission Jardinons avec Marcello. Fantastique, le numéro 1 au Québec, maintenant offert en poche refermable. Du 1er au 11 juillet se tient à Montréal le Festival international de jazz. Il y en aura pour tous les goûts, pour tous les budgets. On regarde les images. Je suis en compagnie de François Bourassa. Salut François. Bonjour. T'en es pas à ta première expérience au Festival de jazz? Je viens de les compter, c'est la 9e. La 9e cette année. Ouais. Est-ce que ça se ressemble toutes ces éditions ou tu as vu des gros changements depuis ta première participation? Non, il n'y a pas de gros changements, mais il y a toujours des vedettes qu'on découvre chaque année là, qui viennent au festival. Mais en gros, c'est sûr, ça a grossi aussi. Il y a des scènes extérieures qui ont changé de place depuis les années. Mais en gros, ça a toujours été un super festival. Ça continue de l'être. Et tu dis que ça permet justement de connaître d'autres nouveaux talents dans le domaine du jazz? Exactement, absolument, oui. Ah oui, au niveau national, international? Ah, international aussi. Ben, je sais pas, je pense juste au pianiste
cubain Gonzalo Rubalcaba, qui n'était pas connu il y a 10 ans, ou 8 ans, ou 5 ans. Puis maintenant, c'est une grosse vedette. Tu es pianiste. Tu as une formation à Montréal pour commencer? J'ai étudié à Vincent Lindsay le piano classique. Avec les bonnes sœurs? Oui. J'étais allé ensuite à McGill en composition. J'ai fait une maîtrise à Boston, en jazz, au New England Conservatory. OK. Puis ça, justement, au festival, ben, ça t'a permis aussi de faire des... J'imagine que ça t'a permis de connaître et de créer des liens internationaux avec d'autres musiciens. Mais plus ou moins, disons que on n'a pas beaucoup la chance de rencontrer ces vedettes-là qui viennent pour pas tellement longtemps. Mais je veux dire, on peut les voir, là, mais de là à les rencontrer, pas vraiment. Mais je veux dire, juste le fait de les voir en concert, c'est déjà une chance exceptionnelle. Là, de voir tant de bons musiciens en si peu de temps. C'est assez fantastique. Mais le festival à Montréal a une grosse popularité. C'est rendu un festival international. Mais tu trouves pas ça un peu frustrant des fois? Qu'on en parle pendant une dizaine de journées, puis ensuite, durant le reste de l'année? Mais c'est sûr, c'est normal, c'est un festival. C'est sûr que ça fait un gros boom, mais le reste de l'année, c'est vrai que c'est difficile parce que pour le jazz, c'est difficile de vivre du jazz ici, c'est sûr. Si c'était toujours comme pendant le festival, ça serait parfait, là, disons. Mais oui, au Québec, c'est pas évident. C'est pour ça que je fais quand même de l'enseignement aussi. Puis, Est-ce que c'est la seule alternative pour vivre au Québec? De jazz? Oui, pour l'enseigner. Pour moi, oui, là, j'imagine, je sais pas comment les autres... Un vidéoclip, par exemple? Oui, mais j'aimerais bien ça. C'est sûr qu'on aimerait bien ça, faire un vidéoclip. C'est sûr que c'est rare dans le jazz, il n'y en a presque pas. Il y a Uzeb qui en a fait ici. Puis Karen Young avec Michel Donato, mais on les compte, hein, pas ça. J'en connais pas d'autres. On connaît des vedettes internationales qui en ont fait. On parlait de Pat Metheny, on a fait. Mais quand même pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Mais, ça serait à développer. Oui. Mais justement, si c'était développé, il y a justement le vidéo, un vidéoclip, tu as l'enseignement. Mais pour ceux qui veulent se diriger là-dedans, quels sont les débouchés? Les débouchés, ben comme je disais, c'est bien difficile. Les débouchés, c'est sûr d'essayer de se faire des contacts avec des musiciens internationaux, puis de se faire connaître à l'étranger. C'est sûr qu'éventuellement, il faut sortir, il faut faire... faudrait aller en Europe. International. Ben oui, évidemment, c'est sûr. Tu parles de l'Europe. Est-ce que le jazz est plus présent dans les stations de radio, en concert qu'ici? Je suis allé juste une fois, on a joué en Belgique, puis on dirait que, je sais pas, c'est comme... C'est peut-être plus dans les habitudes des gens, peut-être qu'ici un petit peu plus. Je sais pas, il y a beaucoup plus de festivals, mais quoi qu'il commence à en avoir ici beaucoup. Mais en Europe, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités pour le jazz. Même plus qu'aux États-Unis. Plus qu'aux États-Unis? Et si on regarde, mettons, tu as eu une formation classique. Est-ce que tu juges que ça a été déterminant dans la carrière ou dans la formation d'un jazzman ou un jazzwoman? Bien, je pense que ça aide, c'est sûr, parce qu'il y a des choses, des éléments techniques de base qu'on va chercher dans le classique, qui sert pour le jazz ensuite. Pour moi, ça a été important d'avoir une formation classique. C'est important d'en sortir aussi. Oui, je comprends. Mais pour directement ici, tu as des projets prochainement avec ton band. Quels sont les musiciens? Les musiciens que je joue avec depuis... ça fait 11 ans que je joue avec eux. C'est Guy Boisvert, contrebasse, et Yves Boisvert, batterie. Ce sont deux frères? C'est deux frères. On joue, nous, le trio, on joue le 9 juillet à la scène Diète Pepsi. Et puis, elle est où cette scène-là, à Montréal? Je pense c'est au coin de Sainte-Catherine et Saint-Urbain. Encore là, je ne vais pas... C'est pas sûr. De toute façon, on donne les numéros de téléphone à la fin. C'est ça. C'est le vendredi à 8 h. Puis je fais aussi la messe jazz. On fait une messe depuis quelques années, là, au coin du Lutte et Saint-Denis, chez les pères dominicains. OK. Ben écoute, c'est déjà tout. Je te remercie beaucoup. Puis bonne chance, bon été, François. Merci bien. Pénélope, tu me fais une petite place? Oui, certainement, Marcia. J'ai apporté mon biscuit soda. Un beau biscuit soda. Alors... Marcia, est-ce que ça t'arrive de rêver en plein jour pour rien? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Ça t'arrive pas de succomber à tes paupières vers 3-4 heures de l'après-midi? Non, c'est plus vers 11h30 du soir, mettons. Bon, moi, là, franchement, je vais te dire, ben honnêtement, ça me prend pas de voyage dans le sud pour m'écarter les orteils, vous l'avez vu, sans me sentir coupable. Moi, je suis paresseuse et ça me va bien et je suis sûre qu'il y en a plein à la maison. Tu t'affirmes là-dedans? Ah oui, moi, Mais sais-tu quoi, Marcia, la paresse, là, c'est difficile à admettre quand même. Parce qu'on l'associe souvent à l'adolescent boutonneux, un peu taciturne. Mais sais-tu quoi, il y a des médecins qui ont dit que les jeunes
jeunes de notre génération qu'on n'avait pas appris à rien faire. Ça a l'air bizarre à dire, hein? C'est vrai, ça. Mais il y a des médecins qui ont dit qu'on n'avait pas appris à relaxer, à profiter du rien foutisme. On a appris à performer, être bon à l'école, être bon chez nous. C'est exactement. On prend des cours de... Des gardien averti à 12 ans. Tu sais, on nous a formés pour être performants. On est beaucoup trop responsables. Fait que moi, je me suis dit, aujourd'hui, ça en est assez, OK? Au diable, les BBM, les codes d'écoute et tout. Aujourd'hui, moi, je relaxe. Mais la paresse, c'est difficile, ça se travaille. Tu sais, on a l'impression, c'est pas comme ça. Ça vient pas d'une façon innée. Là. Non, c'est très difficile, surtout par les temps qui courent. Hein? La dette, le chômage, c'est pas drôle. Décrocher du stress, c'est vraiment pas évident. Toi, comment tu fais ça, Pénélope? Moi, là, c'est inné. Je suis une personne Elle est née paresseuse. Je paresse, mais c'est difficile. Des fois, j'ai de la misère à décrocher. De plus en plus, plus je vieillis, plus je trouve que j'ai de la misère à décrocher. Elle dit plus je vieillis comme ça fait 58 ans. La fille, elle a 22 mais sais-tu quoi? Il y a un grand sage québécois, Félix Leclerc, qui a dit que la paresse était si difficile à pratiquer que bientôt, on va l'arranger avec les vertus. Pas bête du tout, hein? Moi, d'ailleurs, j'ai une petite lecture à vous proposer pour cette étude de Félix Leclerc. J'aime ça, Je te fais un livre. Je suis pas capable de rien faire longtemps. Moi, faut que je lise. Ça s'appelle « Le hamac dans les voiles ». OK. Tiré du livre de Félix Leclerc. On y va? Alors, le ruisseau à rebours... Je recommence, OK? Je me suis trompée. Le ruisseau à rebours, vagabond ruisseau froid, commençait dans les monts, sous les grands pins velus, où sont les caches d'ours. En jouant, pirouettant, culbutant sur lui-même, il dégringolait de vallon en vallon, arrivait au village en éclatant de rire, sur un lit de cailloux. Il jasait sous le pont, se sauvait au rapide, léchait quelques perrons, frôlait les 2 quais rouges et rejoignait la mer. Oh, me semble que tu nous as mis là, en plein dans l'esprit qu'il faut pour relaxer. Mais il y a un autre problème avec la paresse, c'est que ça c'est une des très belles choses de la vie qui ne s'achète pas, la paresse. C'est la paresse qui choisit son monde, et moi, je suis une élue de la paresse. C'est des petits moments qui nous tombent dessus miraculeusement du ciel. Puis moi, je me dis, arrangez-vous donc pour être dans un hamac quand ça va vous arriver, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça nous tombe dessus, le hamac. Le hamac, c'est l'objet par excellence de la paresse. Et d'ailleurs, le hamac est originaire d'un peuple qui n'était pas encore stressé par les conquêtes de l'homme blanc, les Caraïbes. Là, cette histoire-là, là, moi, c'est mon bijou. Christophe Colomb, pendant son 2e voyage, il s'est rendu dans les Caraïbes, puis il a vu les indigènes qui se balançaient sur des lianes tressées entre 2 arbres, suspendus entre 2 arbres. Puis lui, il a trouvé ça ingénieux, il a fait des petites recherches, puis il a découvert que c'est l'arbre d'où provenaient les lianes, qui s'appelle le hamac. OK. Fait qu'il le tendait entre 2 arbres. Oui, c'est pour ça qu'on a appelé ça le hamac. Bon, par la suite, on a mis les hamacs sur les navires, parce que, tu sais, les navires, ça bouge. Puis là, pour éviter le tangage, pour atténuer le tangage, on a pris le hamac. Savais-tu aussi que le hamac, c'était le lit standard de la marine américaine pendant 150 ans? Ah oui. C'est intéressant, ça. Et aussi, les Européens s'en sont servis après pour échapper aux rats. Mais ça n'a pas été inventé pour ça, parce que les Américains, là, les rats, ça n'existait pas dans les Amériques avant l'arrivée des Européens. Donc moi, j'ai l'impression que le hamac, ça a vraiment été inventé. Pour paresser. Absolument. Pour paresser. Il y a plusieurs endroits où est-ce qu'on peut se procurer des hamacs. Des hamacs, on s'en sert surtout, nous, pour les déménagements. Ou quand on soit de la visite. Déménagement, je veux dire nous, les Canadiens. OK. Les Canadiens, les Nord-Américains, on s'en sert dans les déménagements, aussi quand on reçoit de la visite. Donc, il y a plusieurs places, comme je disais, où est-ce qu'on peut obtenir des hamacs. On peut en obtenir comme... Bon, dans un 2,5, vous savez pas, vous n'avez pas de place pour un hamac. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on l'accroche? Mais il y en a qui se vendent avec des socles. Comme celui-ci a 2 socles. Très confortable. Très confortable. Prend pas beaucoup de place. Environ 50 $ dans les grands magasins. 50 $, c'est trop dispendieux pour vous. Canadian Tire offre des modèles variant entre 10 $. Mais tu mesures 6 pieds 3 Oui, bien là, ils ne sont pas tendus à leur maximum, mais il y en a plusieurs modèles, là, entre 10 $ et 40 $. Mais lui, Pénélope, est tellement beau. Lui, là-bas, il est très beau. Si vous vivez en commune, en communauté, celui-là est 200 $, mais chez Pierre Import, il y en a un double. Il est en vente à 120 $ jusqu'à la fin du mois. T'achètes ça avec tes voisins en copropriété? Oui, vous êtes plusieurs à l'habiter, pourquoi pas partager le prix? Moi, Marcia, toi, t'as pas fini ton travail. Moi, j'ai terminé. Fait que si tu viens me laisser dormir, t'es bien gentil. Salut. T'es bien gentil. T'es bien gentil. C'est le hamac qui est bien gentil. Marc, apparemment, la plupart des bébés au Québec portent des couches jetables. Comme on dit à la publicité, bébé auto-sec, les parents sont aux anges, mais... L'environnement est au yard. Ah, mais oui, mais... Eh oui.
apparemment, il y a une alternative. Et Marc, tu es ici pour nous en parler. Non, il n'y en a pas d'alternative, je suis désolé. Ça aussi bon, ben, merci beaucoup. Bonsoir. Non, sérieusement? Oui, il y en a une. Et je pense qu'on ne peut pas tenir les bébés responsables de la situation, finalement. C'est plate à dire, mais un bébé vient au monde, il est tout nu comme un verre, il est heureux. Ouais. Il ne sait même pas, puis on en fait tout de suite un gros producteur de déchets. Hein? Chez nous, moi, j'ai un petit marmot. Ben oui, c'est ça. Hein? Moi, j'ai un petit marmot d'à peine qui va avoir bientôt 5 mois. Là. Et puis, j'ai fait des petits calculs pour le fun. Je me suis amusé là, entre 2 changements de couches. Et puis, à ton avis, combien de couches il y a pu. Combien de petits cadeaux il a pu produire jusqu'à maintenant? Des petits cadeaux. Tu parles en tonnes? Non, pas en tonnes, en nombre de petits cadeaux. Là. En nombre de petits cadeaux. Moi, je veux dire, une personne normale, il va une fois par jour, je sais pas, là, plusieurs. Jusqu'à maintenant, il pète le 4 chiffres, en bon français. J'aime beaucoup, il pète le 4 chiffres. Oui, il pète le 4 chiffres. Il est dans les 1000 petits cadeaux. Et qui dit cadeau, oui. Et qui dit cadeau, dit évidemment paquet cadeau. Et de nos jours, on emballe le paquet cadeau généralement. En fait, 8 Québécois sur 10, tu disais tantôt la plupart, c'est 8 Québécois sur 10 qui emballent leur petit cadeau. Et qui dans des couches? Dans des couches, oui, mais des couches jetables, qui portent bien leur nom, n'est-ce pas? Non recyclables, qui prennent en moyenne de 5 à 600 ans. C'est doux, par exemple? C'est très doux. Il y a des milliers d'avantages à la couche de papier. Ils prennent quoi? Ben, qui prennent en 5 à 600 ans à se dégrader dans l'environnement, surtout la matière plastique, malgré ce que toutes les campagnes veulent essayer de nous faire croire. Des couches qui pourraient être éventuellement compostables, mais jusqu'à maintenant, de toute façon, les gouvernements ne sont pas intéressés à l'heure actuelle à investir là-dedans. On veut couper à la base, c'est-à-dire couper les matières, les déchets solides. Puis ça, c'est des déchets solides en puissance. Écoute, juste au Québec, par année, c'est 600 millions de couches jetables par année, là, en une seule année, qui se ramassent dans nos dépotoirs. Et puis, ça, évidemment, ça ne se dégrade pas. Alors, il y a une alternative à ça, évidemment, c'est les couches de coton. Ici. Les couches de coton. Il y en a, tu dis couches de coton, tu vois tout de suite les poils qui leur lèvent ses bras, puis la grande crainte. C'est pas tant les couches de coton qui nous lèvent le poids. Non, c'est les personnes qui pensent qu'ils vont avoir... Il faut laver les couches de coton. C'est ça, laver les couches de coton. Les personnes qui imaginent, la plupart des gens imaginent encore les vieux carrés de coton, là, avec les épingles à nourrice, puis les heures de lavage à la main. Je sais pas pourquoi les gens ont l'image de laver à la main, tu sais, alors qu'on a des machines maintenant, mais en tout cas... Alors que maintenant, il y a au moins, au Québec, il y a au moins une trentaine de marques de couches de coton disponibles sur le marché. Des couches de coton, là, de nos jours, là, tiens, tu pourrais peut-être le montrer très clairement. Là, elle est ouverte. Tu pourrais peut-être la passer même à notre bébé type. À notre bébé type. Une couche de coton, maintenant, ça comporte, c'est fait avec des velcro, c'est ajusté. Il n'y a pas de fuite. Ça absorbe. Évidemment, pas autant qu'une couche de papier. Puis vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi. Comment ça se fait que c'est si mince une couche de papier et que ça absorbe? D'abord, tu le mets à l'envers. Moi, c'est pas grave. OK. Un jour, je vais apprendre. Comment ça se fait qu'une couche de papier absorbe tant? Parce que c'est juste une couche de papier avec un peu de plastique. C'est la grande découverte des années 70, c'est les granules de polyacrylate. C'est des petites granules qu'on met... C'est une couche à l'intérieur. On peut faire un test? Oui, on pourrait. Qui transforme... Oui, on va-tu voir. Absolument, c'est bleu. Oui, c'est bleu. D'ailleurs, c'est pas vrai, les enfants pissent pas bleu, je vous le dis tout de suite. Alors, ça transforme le liquide, là, je sais pas si on peut s'en rendre compte, en touchant, tu vas t'en rendre compte, ça transforme le liquide en gel. Mais c'est surtout qu'en dessous, il n'y a pas une trace d'eau, à part les gouttelettes que j'ai faites, mais là, c'est plein, là. Mais le bébé, lui, il sent tout ça que c'est plein? Il peut sentir une lourdeur, mais il sent pas l'humidité. Et c'est ça le gros avantage de ces couches-là, par exemple, sur les couches de coton. Sauf qu'à long terme, si on veut entraîner un enfant, on parle d'entraînement, on veut qu'éventuellement il contrôle ses sphincters, disons. Oui. Eh bien, on a l'intention, on veut qu'il sente le milieu environnant. On a un problème avec les couches Avec de ça, on a un problème. Apparemment que ça aurait contribué à retarder le processus de sphinctéroïde des enfants. Appelons-le comme ça. OK. Appelons-le comme ça. Alors, au Québec, si les couches de coton, parce que c'est pas compliqué, tantôt, là, rapidement, oui. Si ça vous badre encore, c'est trop compliqué. Hein, il y a des services de couches maintenant. Il y en a une dizaine à Montréal, il y en a à l'extérieur aussi. C'est des services, on vous loue les couches, vous faites ce qu'on doit faire avec, et puis à la fin de la semaine, on vient les chercher, on les nettoie, on vous en redonne des propres, et ainsi de suite. Puis ça, on en retrouve partout au Québec. Donc, et avec ça, le fin mot de ça, c'est qu'on va sauver de l'argent. On va sauver beaucoup d'argent. OK. On parle de combien? On va couper au moins une moitié. Là. Puis comme un enfant, ça va prendre à peu près 7 à 8 000 couches, on parle de 2 000 de dépenses, on va couper ça au moins de moitié avec des couches de coton. Parfait. On donnera tout
tout à l'heure, les numéros de téléphone, les informations. Oui, je veux juste... Il me reste peu de temps, c'est ça? Même pas de temps. Alors, je vais terminer. Les couches de coton, peut-être, vous dites, les couches, vous en lavez les mains, ça ne vous regarde pas. Mais dites-vous que l'avenir des couches et le marché qu'on va développer dans l'avenir, la population est vieillissante, hein? C'est plate à dire. Alors, le prochain marché des couches, la question va se poser une seconde fois avec les couches pour adultes, parce que le taux d'incontinence est en hausse. C'est en hausse. OK. Mais merci beaucoup, Marc. Et on donne les détails tout à l'heure pour les autres couches. C'est ça. Je viens, il y a à peine quelques heures, de terminer la lecture du dernier roman de Michel Tremblay, Le cœur éclaté. Et moi, quand je termine un roman que j'ai aimé beaucoup, ça me fait comme de la peine. C'est comme une peine d'amour. De laisser les personnages. De laisser les personnages, de laisser des lieux. Je sais très bien que je peux y revenir, sauf que ce ne sera pas le même coup de foudre, ce ne sera pas la même relation que je vais avoir avec ce personnage-là. Quand on écrit un livre, le quitter, ça doit être extrêmement douloureux. Oui, le postpartum ou d'un roman, ou probablement d'une peinture ou d'un film ou n'importe quoi, est toujours difficile. Et il y a une espèce de moment extraordinaire quand tu mets le mot fin, puis tu mets les dates, puis tu as fini, tu es content. Tu dis, je me suis rendu au bout, c'est merveilleux. Puis il y a une espèce de 24 heures d'exaltation, mais le postpartum est très difficile. Le lendemain, là, il y a vraiment une dépression. Moi, en tout cas, dans mon cas, je m'ennuie. Comment tu fais pour passer à travers ça? Ben, je déprime, puis je vais au cinéma, puis je vais manger avec des amis, puis j'essaie de m'étourdir, d'avoir du plaisir, d'avoir du fun. Tu disais, je m'ennuie. C'est pas que je m'ennuie, j'allais dire. Ce que je voulais dire, c'est que je me pose la question, j'ai-tu été à la hauteur? Est-ce que je les ai bien décrits? Est-ce que j'ai été aussi loin que j'aurais dû? Puis là, tu te lis, puis tu dis non, puis tu changes des choses. Tu sais que t'as 2-3 mois pour changer des affaires, mais quand c'est au théâtre, des fois, tu as 1 an. Mais c'est bien difficile, parce que tu les appelles les aimer aussi, évidemment, à t'attacher à eux. Puis il faut bien les laisser aller, là, à un moment donné. Mais est-ce que c'est vrai qu'un livre, c'est souvent, il y a des artistes, des peintres ou des auteurs qui disent un livre ou un film, c'est jamais fini. Toi, est-ce que tu réussis à mettre le point final et dans ta tête, tu sais dire, il est fini ce livre-là, j'aurais pas pu en rajouter? Oui. Oui, moi, quand c'est fini, c'est fini. On dit aussi que tout lecteur lit son propre roman, évidemment. Tu n'as pas vu tout ce que je voulais y mettre. Tu as peut-être vu plus que ce que je voulais y mettre. Il y a ça aussi, le fait qu'il faut se... C'est un bébé, on en revient au passe-partout. C'est un bébé que tu laisses aller. J'aurais pas pu être peintre. Tu sais, faire une peinture, finir une peinture et la laisser aller, j'aurais été absolument incapable. Je sais que mes livres, je peux les retrouver, mes pièces aussi, mais une peinture unique, là, j'aurais été absolument... Je suis trop mère poule ou papa poule, comme tu voudras, pour laisser aller une affaire comme complètement que je ne reverrai jamais. Ce que moi, j'ai beaucoup aimé, c'est que tu traites des grands thèmes de la vie, mais tu les traites pas d'une façon ordinaire. Par exemple, le sida, tu aurais pu tomber dans le piège de traiter le sida, milieu homosexuel et tout ça, d'une maladie, un fléau. Mais je pense que tu le traites plus en fonction d'une mort qui est là, une mort présente, lente, douce. Bien, je disais dans les années 80 que c'était très difficile de faire de la bonne fiction avec, faut bien m'entendre, avec le sida. J'ai lu des témoignages extraordinaires dans les années 80. Il y a des analyses qui ont été faites qui étaient absolument magnifiques. Mais écrire de la fiction dans les années 80, c'était trop près, c'était trop neuf. On ne savait pas encore assez. Oui, on ne savait pas assez ce que c'était même. Ce qui fait que chaque fois que je lisais ou une pièce, que je voyais une pièce ou que je lisais un roman qui parlait de sida, j'avais l'impression qu'aussitôt, parce que c'était le sida, ça envahissait tout. Que ça devenait le sujet du roman ou de la pièce. Puis je m'étais toujours dit, le jour où j'en parlerai, ça sera dans une œuvre qui ne sera pas une œuvre sur le sida. Et ça a pris du temps, ça a pris, on est en 93, ça a pris, on connaît le sida depuis 81, ça a pris 12 ans avant que je puisse me dire, oui, je pense que maintenant, je peux en parler sans traiter sans que ça devienne le sujet principal du roman. Puis comment, j'aime pas ça vraiment rattacher le sida à la communauté gay, là, mais je le fais quand même. Comment la communauté gay perçoit ta position face à la question du sida? Parce que tu dénonces pas vraiment les... Comment t'expliquer? Est-ce que je me trompe si je dis que le sida, pour toi, c'est une maladie comme le cancer? Exactement. Je veux juste que ce soit triste que l'ancien chum de Jean-Marc soit en train de mourir du sida. Ça pourrait être d'autres choses, mais c'est le sida parce qu'il est présent, parce que c'est une épidémie, parce qu'on la vit actuellement, parce qu'il n'y a plus personne qui peut prétendre maintenant connaître personne qui ne connaissait pas quelqu'un qui est mort du sida. On est tous
liées à ça maintenant. Donc, c'est d'autant plus triste qu'on a tous connu quelqu'un ou qu'on a connu quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui en est mort. Donc, on est tous touchés. Donc, on peut en parler maintenant comme on parle du cancer, exactement de la même façon, sans même parfois être obligé, je monte une pièce au Katsu bientôt, dans laquelle il est question de sida, et le sida n'est jamais, le sida n'est jamais nommé. On peut même ne pas le nommer, puis on sait ce que c'est. Je te lis un passage, moi, qui m'a plu, parce que ça parle un peu de ma génération. Tu parles de Sébastien, qui est un personnage de 14-15 ans, maintenant. Et alors, le personnage vient, pas Sébastien, mais le personnage à Marc vient de terminer de faire l'amour, et il dit, il vient de porter un condom pour une des premières fois de sa vie, et il dit, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la génération de Sébastien, à qui on enseignait l'amour avec l'usage du condom, et tu termines en disant, nous en voulait-il? Puis ça, moi, je trouve que c'est juste une petite question, mais c'est comme, ça veut tout dire. C'est très important. Avant, quand deux adolescents faisaient l'amour, il y avait le danger de la vie, le danger de donner de la vie. Maintenant, on leur apprend le danger de la mort avant même de savoir ce que c'est l'amour. C'est épouvantable. On va se laisser là-dessus. OK. Merci. Ben, écoute, à bientôt. C'était bien pathétique. Merci. Vous pouvez porter une maxi traditionnelle et vous préoccuper des fuites. Ou alors, choisir Stay Free Prima et ne plus vous faire de soucis. Stay Free Prima est unique. Avec une maxi traditionnelle, la plupart des fuites se produisent sur les côtés. Le centre spécial de Stay Free Prima absorbe les liquides dans le sens de la longueur et aide à prévenir les fuites sur les côtés. Et elle est mince comme ça. Rien ne protège mieux que Stay Free Prima. Alors, arrêtez de vous faire du souci. Les fromages Petit Québec, c'est une tradition chez nous. J'ai souvenir encore d'une vieille maison que l'on se partageait, chacun à sa façon. Salut rue Sanguineux, salut mon vieux quartier. Aujourd'hui je te laisse un peu de mes pensées. Les fromages Petit Québec, une tradition juste pour nous. Tant qu'il me restera des œufs dans le frigidaire. Bon, quelle omelette j'invente pour le souper? Jambon fromage, pommes de terre, oignons, tomates, champignons, herbes. Je craque pour toi, mon coco. Moi, tant que j'ai des œufs, je suis jamais à court d'idées. C'est fou ce que je peux faire comme bonne bouffe express avec ça. Oh, je craque pour toi, mon coco. Vous vous souvenez de nos amis sur le bateau L'Indomptable, Pierre-Michel de Ruel, c'est ça, et Pascal Desjardins. Mais la semaine dernière, on a tenté de les rejoindre à plusieurs reprises, mais malheureusement, on n'a pas pu les rejoindre à cause qu'il y avait des problèmes de communication là, liés à des aux conditions atmosphériques. Hein, Jean-Marie? Exactement, mais ils ont réussi, quand la garde côtière a réussi à mettre le grappin sur l'Indomptable, l'Indomptable, c'est parce que je parle bien des fois de temps en temps. Non, c'est parce qu'il était sur les bords de Terre-Neuve quand la garde côtière a réussi à entrer en communication avec les autres. Présentement, Jean-Marie, je pense qu'ils sont près des Açores. Oui. C'est où ça? Je me dans l'Atlantique, c'est une île qui appartient au Portugal et c'est entre le Canada puis la France. Et on va tâcher d'avoir des nouvelles d'eux durant le courant de la semaine ou la semaine prochaine. Alors, le service téléphonique. Si vous avez envie de devenir paresseux, vous voulez savoir comment et où vous procurer des hamacs, vous téléphonez au service de l'auditoire. Ils sont là pour ça. À toi, Marc. Si vous êtes encore au papier et vous vous dites « mea culpa, mea culpa, mea culpa la couche », eh bien, et que le coton vous intéresse, communiquez avec nous ou consultez le Protégez-vous de septembre 91 où on avait fait une étude comparative de toutes les couches de coton. Et l'adresse, si vous avez envie de nous écrire sur des cartes postales, des suggestions de chroniques, des commentaires, l'adresse suivante, c'est Service compris, Radio-Québec, 800 rue Follam, Montréal, H2K 3L7. À demain, à l'émission? Oui, demain à l'émission, on va parler d'amour, de dessous féminin. Et on va aussi parler de littérature. Et notre invitée? Suzanne Champagne. Alors, merci beaucoup. Bonne demain soir, 20h30.
cet été.